Bienvenue à toutes et à tous au webinaire. Aujourd'hui, on a Élise Bonneville, directrice du collectif Petite Enfance, qui est ici afin de vous présenter le thème et la programmation de la grande semaine des tout-petits. Et Marie-Claude Gélineau, conseillère à l'Observatoire des tout-petits, qui va vous présenter les données d'un nouveau sondage de l'Observatoire qui est présentement sous embargo, mais qui va être dévoilé officiellement mardi prochain. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Élise, directrice du collectif Petite Enfance. Merci beaucoup, Geneviève. Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous. Donc, je prends quelques minutes de votre temps avant de laisser la parole aux collègues de l'Observatoire des Tout-Petits pour vous présenter la thématique de la grande semaine des Tout-Petits de cette année. Donc, je suis Élise Bonneville, la directrice du collectif Petite Enfance qui regroupe des partenaires nationaux qui œuvrent ensemble afin de faire de la petite enfance une priorité sociétale. Et on est les porteurs de la grande semaine des Tout-Petits qui prend place à chaque année dans la semaine qui cadre autour de la Journée mondiale des droits de l'enfant, donc le 20 novembre de chaque année. Cette année, entre le 14 et le 20 novembre, c'est la 7e édition de la grande semaine. Donc, je suis très contente de vous présenter rapidement quelle est la grande semaine, quelle est sa thématique, puis qu'est-ce qui va se passer durant la semaine et quelques clés en main, idées d'action que vous pouvez poser pour porter la voix avec nous pour les tout-petits du Québec. Rapidement, pourquoi une grande semaine des tout-petits? D'une part, comme je le disais, pour souligner et mettre en lumière la Journée mondiale des droits de l'enfance, mais donner une semaine complète dédiée à la petite enfance pour sensibiliser, informer sur l'état de bien-être des tout-petits au Québec. Donc, un bel exemple, les données que l'Observatoire des tout-petits va dévoiler durant la grande semaine est un très bon moyen de faire rayonner l'état de situation pour les tout-petits. Le collectif et ses membres vont aussi être actifs tout au long de la semaine. C'est un moment pour sensibiliser les acteurs de tous les horizons sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Donc, on fait beaucoup de représentations, on communique avec tous les pans de la société pour rappeler, sensibiliser qu'on a tous un rôle à jouer, les tout-petits sont la responsabilité de tous. Donc, c'est un bon moment pour le rappeler. Mobiliser les acteurs autour d'agir ensemble pour les tout-petits. Donc, on met en lumière beaucoup d'actions qui sont faites à travers le Québec et on en propulse aussi à travers certains partenaires nationaux aussi. Donc, c'est un bon moment de se rassembler, porter un regard sur l'état des choses et voir quels sont les leviers dont on dispose dans notre société. Donc, vous êtes invités à le faire avec nous. Le but, bien sûr, un grand projet de pouvoir donner la voix et offrir aux 512 000 tout-petits du Québec de 0 à 5 ans les moyens de se développer à leur plein potentiel puisqu'ils sont l'avenir de notre société, puis on veut qu'ils deviennent des adultes épanouis. Donc, un grand message qu'on porte tous ensemble. Le dimanche 20 novembre cette année, la Journée mondiale des droits de l'enfant, on a une grande invitation à porter le carré doudou. Donc, cette année, on invite tout le monde à faire son propre carré doudou pour le porter, oui, durant la journée du 20 novembre, mais tout au long de la semaine, de la grande semaine, c'est un bon moment pour mettre ce symbole de mobilisation et de reconnaissance du mouvement pour les tout-petits. Alors, la thématique de cette année, on a dédié l'ensemble de la semaine à la thématique des droits des tout-petits. Les droits des enfants, une charte canadienne des droits qu'on a tous adoptée au Canada il y a plusieurs décennies, qui met de l'avant 43 droits précisément pour donner vraiment une balise de respect pour le droit des enfants, puisqu'ils sont plus vulnérables que nous, qui n'ont pas de droit. Ils n'ont pas droit de vote, pas de droit économique, pas d'impact, d'influence. On est là pour leur offrir la voie dont ils ont besoin, puis leur permettre de se développer à leur plein potentiel, mais aussi s'assurer qu'on travaille dans leur plus grand bénéfice et qu'on est les bons ambassadeurs de la société pour le respect et la valorisation des droits des enfants. Pourquoi c'est important cette thématique-là? Bien, en fait, ce sont des leviers super importants dans la société de pouvoir savoir quels efforts on met ensemble pour le respect et la valorisation de leurs droits. C'est un moyen de faire valoriser le plaidoyer autour des avancées qu'on peut faire dans une société autour des droits et dans le contexte dans lequel on se retrouve sociopolitique, socio-économique, avec une fin de pandémie. On a vu des défis s'exacerber, des populations vivre de plus en plus de défis, des vulnérabilités s'exacerber et on se dit que c'est un bon moment de rappeler que les bases
des droits sont là pour nous soutenir tous dans la société au bénéfice des enfants, mais aussi qu'on est ensemble pour rebondir. Donc, rebondir ensemble parce qu'on se retrouve dans une post-pandémie. Donc, retrouvons l'énergie pour continuer, pour ressortir de tout ça avec énergie. On avait envie d'insuffler cette reconnaissance que tout le monde a mis la main à la pâte dans les dernières années pour soutenir les populations, soutenir les tout-petits, et que c'est un bon temps pour rebondir. Nouveau contexte politique aussi. Donc, ensemble, rebondir pour se redonner l'énergie pour des prochaines étapes remplies d'énergie. On se le souhaite considérant le contexte. Donc, on vous invite à rebondir avec nous et à rebondir pour les tout-petits. Les actions, en fait, là, qui sont actives durant la grande semaine sont comptabilisées dans un grand calendrier d'actions sur le site de la grande semaine des tout-petits. On a des centaines d'activités qui sont enregistrées au niveau des organisations sur le terrain avec les familles, dans les bibliothèques, dans les maisons des familles, des municipalités qui se mobilisent pour faire des marches dans des quartiers. Donc, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le calendrier et s'il y a des actions près de chez vous à vous joindre aux actions, ou si vous avez des actions que vous mettez en place, vous pouvez les inscrire sur le calendrier. C'est vraiment un beau moment un bon moyen de voir tout ce qui se passe et voir l'ampleur de la mobilisation à travers le territoire du Québec et des Premières Nations aussi. En fait, au niveau des activités plus nationales ou qui se partagent en webinaire qu'on a pu capter, d'une part, hier, les partenaires, pas hier, le 9 novembre, les partenaires du collectif se sont rassemblés pour travailler justement sur les leviers des droits pour pouvoir avoir un impact sur les inégalités, puis essayer de voir comment on peut essayer de soutenir le travail qui est fait à travers les droits. Donc ça s'est passé. Tout au long de la grande semaine des tout-petits, les panels et les discussions seront rendus disponibles en visio, donc vous allez pouvoir les regarder en diffusion sur notre plateforme YouTube. Donc, on va les partager sur nos plateformes. Sinon, le lancement de la grande semaine, c'est ce lundi. On vous invite à vous joindre à nous pour faire une grande chaîne de reconnaissance de personnes, d'organisations, d'acteurs autour de vous qui font la différence pour le respect des droits des tout-petits, pour le respect des droits, pour les tout-petits dans leur quotidien. Donc, on invite sur les médias sociaux à embarquer dans la chaîne. Nous, au collectif, on va lancer le coup d'envoi à 7 heures le matin, lundi matin, et ça sera suivi d'organisations diverses qui ont décidé d'embarquer avec nous. Donc, si ça vous tente, des outils de communication sont disponibles sur notre site Internet. Je vais vous présenter les clés en main tout à l'heure, mais on veut faire une grande chaîne de reconnaissance pour se donner de l'énergie et vraiment une chaîne de reconnaissance. Sinon, rapidement, un webinaire de la Fondation Holo qui va présenter son nouveau cadre de référence pour les 1000 premiers jours de vie, pour des saines habitudes de vie ou pour les tout-petits. Donc, c'est un nouveau cadre de référence qui s'adapte bien à la réalité actuelle des familles. Donc, c'est un rendez-vous. Vous allez pouvoir aussi retrouver les informations sur le calendrier de la grande semaine sur notre site Internet. Mardi le 15, le dévoilement du sondage « Quelles sont les attentes des Québécois à l'égard du gouvernement en matière de petite enfance » qui est présenté par l'Observatoire des tout-petits. Vous allez en avoir un aperçu sous embargo, mais le lancement a bien lieu mardi prochain. Sinon, mercredi, le lancement du Trouve-Livre de l'Association des bibliothèques du Québec, donc un nouvel outil pour retrouver en fait là, un outil répertoire qui va nous permettre de trouver des outils de littératie familiale. Puis, le 17 novembre, le jeudi, il y aura un grand rassemblement organisé par la capitale nationale pour les organisations de la capitale nationale. Donc, c'est un événement sous réservation, sous invitation, mais un beau moment de mobilisation pour porter un regard sur l'état de situation sur la capitale pour les tout-petits. Et rapidement, le webinaire sur la réalité des vulnérabilités des familles d'expression anglaise, des nouvelles données qui seront communiquées sur les défis et les effets de la langue comme obstacle à l'accès aux soins. Donc, ça a lieu le 17 novembre en après-midi. Et bien sûr, le 20 novembre, c'est la grande journée des droits de l'enfance. Donc, il y aura aussi des actions, mais surtout en relations publiques, donc des lettres ouvertes, des communications publiques. Rapidement, je vous présente les ambassadeurs, ambassadrices de la grande semaine, des acteurs de tous les horizons qui œuvrent soit publiquement ou dans leur champ d'expertise à faire valoir l'importance de la petite enfance dans leur rôle. Donc, ils se sont joints à nous pour porter la voix des tout-petits. Donc, ils seront actifs sur leur réseau
dans les nouvelles aussi, dans les médias pour parler de la grande semaine et parler de l'importance de se mobiliser dans les différents secteurs de la société. Les actions clés en main, donc comme je vous disais, mettez de l'avant une personne de votre milieu. On invite tout le monde à lancer le coup d'envoi le lundi 14. Par contre, tout au long de la semaine, si vous voulez inviter votre réseau aussi et vos partenaires à le faire pour faire qu'on occupe tout au long de la semaine cet effort de reconnaissance, vous êtes bien sûr invités à le faire. On a aussi développé sur notre site Internet un espace où vous entrez votre code postal pour envoyer une lettre à votre élu provincial, élu municipal, qui est déjà préprogrammé avec des messages de sensibilisation sur l'importance de se mobiliser autour de la petite enfance. Donc, une lettre où votre nom apparaîtra une fois que vous aurez entré votre code postal et votre nom, et ça sera adressé à l'élu provincial et l'élu municipal de votre territoire. Donc, c'est un bon moyen en 3 clics de pouvoir sensibiliser les élus. C'est une lettre qui est là pour mobiliser, sensibiliser et non pas pour revendiquer. Donc, pour que vous soyez à l'aise d'aller l'utiliser, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site Internet. C'est un nouvel outil, mais qu'on veut vraiment rendre utile pour la sensibilisation des différents paliers politiques. Sinon, on a développé aussi, on a fait des images à colorier, donc concours de dessin à travers les organisations pour la valorisation des droits. Donc, on a 7 affiches à colorier pour les tout-petits qui ont été pensées pour les tout-petits, qui mettent de l'avant le petit personnage qui rebondit et les 7 droits qu'on a ciblés pour valoriser la petite enfance. Porter le carré doudou, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est un bon moment de remettre son carré doudou. Je suis certaine que vous en avez tous un qui traîne peut-être à quelque part des éditions passées. C'est un temps pour le ressortir. Sinon, vous trouvez un petit doudou à découper si c'est possible pour porter le carré doudou avec nous. Puis, sur notre site Internet, on a développé plein d'outils pour valoriser puis pouvoir en parler sur les médias sociaux. Donc, vous allez pouvoir utiliser les hashtags et les visuels. Donc, n'hésitez pas à vous promener sur le site Internet. Il y a beaucoup d'outils. Merci d'avoir pris le temps. Donc, les tout-petits du Québec sont l'avenir de notre société. Je sais que je parle à des gens qui sont convaincus de ça, mais plus vous embarquez dans la vague de la grande semaine et plus on sera à pouvoir marteler ce message. Merci beaucoup. Merci à l'Observatoire aussi de m'avoir invité à vous présenter la grande semaine. Merci beaucoup, Élise. On a une petite question en fait, quelqu'un nous demande si ça va être possible de partager les diapos. Donc, je peut-être juste à ce moment-là nous laisser votre adresse courriel dans le chat si vous voulez. On pourra vous l'envoyer avec plaisir. Merci, oui, tout à fait. Et sur le site de la Grande Semaine, il y a un outil clé en main avec vraiment tous les messages clés de la Grande Semaine, les visuels, si vous voulez aller aussi les retrouver. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Donc, Élise, merci encore d'avoir été parmi nous. Je vais laisser la parole maintenant à Marie-Claude, notre conseillère en adaptation des connaissances à l'Observatoire, qui va vous présenter les résultats du sondage qui, comme je le disais tantôt, ils sont sous embargo jusqu'à mardi, mais vous seront transmis par courriel lorsque ce sera possible de les partager. À toi. Merci Geneviève. Alors, dans quelques minutes, effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de l'Observatoire. Ça s'est passé en août dernier. On a sondé plus de 2500 adultes de différentes régions au Québec et il s'agissait d'un sondage web. Mais tout d'abord, quelques mots sur l'Observatoire pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'Observatoire. Donc, nous sommes un projet de la Fondation Lucie et André Charion. Notre rôle, c'est de communiquer l'état des connaissances sur les tout-petits afin que ceux qui sont en position de prendre des décisions puissent prendre des décisions éclairées et tout ça dans le but d'offrir aux tout-petits les conditions pour qu'ils puissent se développer de façon optimale, peu importe le lieu où ils naissent et grandissent. Alors, sautons dans le vif du sujet. À la veille des élections, on a sondé les Québécois pour savoir quelles étaient leurs attentes envers les futurs élus en ce qui concerne le développement des tout-petits. On débute avec 2 belles nouvelles. 87% des répondants trouvent qu'il est important que le gouvernement investisse plus pour favoriser le bien-être et le développement des tout-petits. Et encore plus réjouissant, 89%
disent que le gouvernement devrait en faire davantage pour soutenir les enfants issus de familles en situation de vulnérabilité. Alors, avec la situation économique actuelle et le fait que les familles vulnérables ont été parmi les plus affectées par la pandémie, c'est vraiment rassurant de savoir que les Québécois sont sensibles à cette réalité. On a ensuite proposé aux répondants une liste de 17 enjeux qui concernent les tout-petits et ils devaient sélectionner les 3 priorités d'investissement pour le gouvernement. Les 3 priorités choisies par les Québécois, le logement abordable, la prévention de la maltraitance et l'accès aux spécialistes du réseau de la santé et des services sociaux. On va regarder chacune d'entre elles de plus près. Donc, 32% des Québécois considèrent que l'accès à des logements abordables pour les familles devrait être une priorité d'investissement pour le gouvernement. D'ailleurs, je fais une petite mini-parenthèse pour vous préciser que l'Observatoire avait publié les résultats d'un sondage qu'on avait réalisé sur les besoins des familles en matière de logement. Ça s'était passé en juillet dernier et vous allez retrouver là, dans le clavardage, Geneviève va mettre un lien. Allez pas le regarder tout de suite. J'ai plein d'autres choses intéressantes à vous dire. Alors, je vais juste préciser aussi qu'un logement est considéré comme inabordable quand une famille doit y consacrer plus de 30% de son revenu. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez déjà les impacts du logement inabordable sur les tout-petits, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu moins familiers avec cette thématique. Alors, je vais juste ajouter un petit complément d'information à savoir pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au logement. Parce qu'un logement inabordable peut avoir des répercussions sur le développement des tout-petits, et ce, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du développement physique, émotif, langagier, social, cognitif. Par exemple, on constate que les tout-petits qui vivent dans un logement qui est trop cher pour leurs parents ont souvent un plus petit poids que les autres. Parce que payer le loyer, c'est une dépense qui est non compressible et que quand on a un budget serré et qu'on se retrouve entre devoir choisir entre payer le loyer ou payer l'épicerie, c'est souvent dans la facture d'épicerie que les parents doivent couper. Donc, il y a moins d'argent à consacrer à l'alimentation. On sait aussi que le fait de vivre dans un logement inabordable, évidemment, c'est une source de stress pour les parents et l'accumulation de stress, ça peut rendre les parents moins disposés à répondre aux besoins de leur enfant. Ils sont moins disponibles mentalement, se sentent moins compétents. Et en contrepartie, on sait que habiter dans un logement dans un milieu de vie de qualité, avec des logements assez grands, qui sont abordables, dans un environnement sécuritaire, ça a un impact positif sur la capacité des parents à prendre soin de leurs tout-petits et aussi sur la santé mentale des tout-petits. Alors, comment faire collectivement pour favoriser l'accès à des logements abordables? Différentes solutions sont proposées par différents acteurs. L'IRIS, par exemple. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, propose d'assurer un meilleur contrôle des loyers. On pourrait aussi favoriser l'accessibilité à des logements sociaux. Et à titre comparatif, l'Autriche, qui a une population semblable à celle du Québec, compte près de 900 000 logements sociaux. Le Québec, lui, en compte 160 000. On pourrait aussi penser à des logements qui sont adaptés aux besoins des familles, qui sont aménagés comme des milieux de vie complets, à proximité des services, des espaces verts. Et à cet égard, l'édifice Concerto à Lac-Mégantic est un exemple. On y retrouve des logements de taille variable, donc on peut y accueillir des familles, mais aussi des personnes seules, des couples. On y retrouve un service de garde avec des horaires réguliers, mais aussi des horaires atypiques de soir. On y retrouve une halte garderie, un parc. Ça commence à ressembler à un milieu de vie complet. Donc, le premier investissement priorisé par les répondants, c'était l'accès au logement. Le deuxième investissement prioritaire pour 29% des répondants, c'était la prévention de la maltraitance à l'égard des tout-petits. Dans un webinaire précédent, j'ai entendu Fanny Dagenet, la directrice de l'Observatoire, mentionner qu'un des premiers rapports de l'Observatoire, ça portait sur la maltraitance. Et c'était en 2017.
Cet enjeu-là est encore méconnu et c'est ce qui avait justifié le choix de faire un portrait sur la maltraitance. C'est évidemment crève-cœur de dire que cet enjeu n'est plus méconnu, mais ça permet quand même de le ramener au-dessus de la pile des enjeux prioritaires. Maintenant, l'impact de la maltraitance pour les tout-petits, les impacts sont nombreux à court terme, mais aussi à long terme, puisque le fait d'avoir été victime de maltraitance durant l'enfance est associé à un risque plus élevé de décrochage scolaire, à une précarité financière à l'âge adulte et à des problèmes de santé mentale et physique. Maintenant, comment peut-on prévenir la maltraitance? La littérature nous dit qu'il n'y a aucun facteur de risque qui est responsable à lui seul de la maltraitance. Les causes sont multiples, elles sont interreliées entre elles. Et évidemment, les conditions dans lesquelles les tout-petits grandissent influencent le risque de maltraitance. On peut penser au stress lié à la conciliation famille-travail, aux faibles revenus, au faible soutien social. Là, je suis en train de vous nommer les éléments qui sont en rouge dans la diapositive et ce sont des éléments qui augmentent la pression dans le presto. On ajoute à ça des symptômes de dépression chez les parents, des dépendances à l'alcool, aux drogues. Alors, plus ces sources de stress s'accumulent, plus le risque de maltraitance augmente. Alors, toutes les mesures qui permettent de faire baisser la pression, qui permettent d'améliorer les conditions de vie, de réduire le stress des familles, ça contribue à prévenir la maltraitance, je m'excuse. Alors, on peut penser dans les mesures qui permettent de prévenir la maltraitance, au soutien au logement, à l'aide aux revenus, aux mesures de conciliation travail-famille, au soutien social, à l'accès aux services de garde, par exemple. Alors, on est rendu maintenant à notre troisième priorité identifiée par les répondants, l'accès aux spécialistes de la santé et des services sociaux pour les familles avec de jeunes enfants. C'est 27% de la population qui considère que ça devrait être un investissement prioritaire pour le gouvernement. Et ici, on avait donné comme exemple aux répondants, parmi les spécialistes, on parlait de travailleurs sociaux, des ressources en santé mentale, des orthophonistes, des nutritionnistes, entre autres. Alors, cette voie-là nous amène à l'importance d'agir tôt et de dépister pour pouvoir intervenir rapidement. Justement, en termes de pistes d'action, il y a une étude qui a été réalisée en CPE et qui a démontré que l'accompagnement par une ergothérapeute a permis aux éducatrices du CPE de se sentir mieux outillées pour dépister et intervenir auprès des enfants qui ont besoin de soutien particulier. Et il y a aussi le rapport « Agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel » qui propose des solutions qui visent à réduire les barrières d'accès pour les familles défavorisées. Alors, quelques exemples de ce qui est mentionné dans le rapport. S'assurer que toutes les familles reçoivent des informations concernant les services. Prévoir des interprètes ou du temps pour créer des liens de confiance autant avec l'enfant que le parent. Former les intervenants pour réduire les attitudes négatives envers les familles. Ici, on parle de préjugés souvent inconscients par ailleurs. Et finalement, un autre exemple pour réduire les barrières, adopter une approche de proximité. Donc, voici les 3 investissements prioritaires identifiés par les répondants, l'accès à des logements abordables, la prévention de la maltraitance et l'amélioration de l'accès aux spécialistes de la santé. On a aussi, ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui préoccupe les Québécois. Et je vous ramène à une des statistiques du départ, qui était que 89% des Québécois considèrent que le gouvernement devrait en faire plus pour soutenir les enfants issus de familles en situation de vulnérabilité. Alors, on va regarder de plus près ce qui les préoccupe. 87% des répondants souhaitent que le gouvernement favorise l'accès aux services pour les enfants qui ont des handicaps ou des besoins particuliers. Wow! Alors, on comprend vraiment, on voit qu'on comprend l'importance et la différence que ça peut faire pour ces tout-petits et leurs familles. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner une primeur. La prochaine publication de l'Observatoire
va traiter de la situation des enfants ayant besoin de soutien particulier. Alors, la sortie du rapport est prévue pour le mois de mai. Alors, vous en serez informés certainement quand ça sera diffusé. Une autre très belle nouvelle, c'est que 87% des Québécois affirment que les femmes enceintes devraient avoir accès à un suivi de grossesse couvert par la RAMQ, peu importe leur statut d'immigration. Alors, je vous apporte un complément d'infos pour bien saisir l'importance de ce résultat-là. Depuis 2021, tous les enfants sont couverts par la RAMQ, quel que soit leur statut d'immigration, ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, ce n'est pas encore le cas pour les femmes enceintes. Donc, et pourtant, le suivi de grossesse est très important, autant pour la santé de la mère que pour la santé du bébé à venir. Et ce suivi de grossesse-là a aussi de nombreux impacts positifs pour la famille à de nombreux égards. L'Observatoire avait consacré un dossier à l'accès aux soins de santé pour les femmes enceintes et des tout-petits de familles migrantes en 2019. Et dans le cadre de ce sondage, dans le cadre d'un sondage réalisé dans ce dossier-là, on avait posé exactement la même question. Et à l'époque, c'était 65% de la population qui était d'accord pour que les femmes enceintes aient accès à un suivi de grossesse couvert par la RAMQ, peu importe leur statut d'immigration. On est donc passé de 65% à 87%. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle. Finalement, 92% des Québécois considèrent que les conditions de vie des tout-petits, comme le logement, le revenu, le fait de vivre de l'insécurité alimentaire, affectent la réussite éducative des tout-petits. Et ces résultats-là sont exactement en cohérence avec toutes les préoccupations exprimées précédemment par les répondants. Les répondants nous ont aussi parlé des services de garde éducatifs à l'enfance et des actions prioritaires que le gouvernement pourrait poser. On retrouve encore une fois la sensibilité aux tout-petits issus de familles vulnérables dans les résultats. 28% souhaitent que le gouvernement s'assure que les enfants issus de familles à faible revenu aient accès aux services de garde éducatifs à l'enfance. Et 26% souhaitent qu'on garantisse des places pour les tout-petits en situation de vulnérabilité ou à risque de maltraitance. Alors, on reconnaît vraiment le bénéfice pour les tout-petits de fréquenter un service de garde éducatif à l'enfance. Alors, quand on sait que la fréquentation d'un service de garde pendant l'enfance favorise l'égalité des chances, ça fait plaisir de voir ce résultat du sondage. On en a également profité, parce qu'on sait que la petite enfance, c'est l'affaire de tous. On a questionné les répondants sur différents acteurs de la société qui peuvent influencer le développement des tout-petits. D'abord, les municipalités. 76% des répondants pensent que les municipalités devraient investir plus pour favoriser le bien-être et le développement des tout-petits. Et parmi les thématiques où les répondants pensent que les municipalités devraient en faire plus, on retrouve les logements sociaux pour 54% des répondants, la sécurité des milieux de vie pour 42% et le transport et la mobilité pour 30%. Je vous invite aussi à consulter la brochure. Avez-vous pensé à vos plus petits citoyens? La mise à jour a été réalisée récemment par l'Observatoire et Espace Muni, entre autres. Vous allez retrouver également dans le clavardage le lien pour accéder directement à cette publication. Les milieux de travail ont également un rôle à jouer dans le développement des tout-petits par le biais des mesures de conciliation famille-travail notamment. Alors, 74% pensent qu'effectivement, les employeurs devraient investir plus pour favoriser le bien-être et le développement des tout-petits. 34% des répondants considèrent qu'il serait intéressant que les entreprises soient plus nombreuses à offrir des mesures de conciliation famille-travail. 20% aimeraient que ces mesures soient plus diversifiées et 25% considèrent qu'il serait intéressant que les gestionnaires soient outillés et sensibilisés sur la conciliation famille-travail pour mieux soutenir les employés. On peut aussi consulter un dossier consacré aux mesures de conciliation famille-travail dans un des dossiers de l'Observatoire qui a été réalisé
en collaboration notamment avec Concilivie, les chambres de commerce et l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Encore une fois, vous allez retrouver le lien dans le clavardage. Une des informations intéressantes qui devrait intéresser plusieurs d'entre vous, on a questionné les répondants sur les organismes communautaires et 84% d'entre eux sont d'avis que le gouvernement devrait améliorer le soutien financier aux organismes communautaires. Et ce sera ma dernière petite annonce, je crois, si vous voulez en savoir plus aussi sur le soutien aux organismes communautaires. Il y a un chapitre qui est consacré dans le portrait des politiques publiques qu'on a publié en 2021. On est allé un petit peu plus loin pour les organismes communautaires. On s'est intéressé à la fréquentation des organismes. 20% des parents de 0 à 15 ans utilisent leurs services. Et les raisons pour lesquelles ils fréquentent ces services, c'est parce qu'ils répondent aux besoins de leur famille, à 44%. Mais ce pourcentage est encore plus élevé pour les familles dont le revenu est moins de 40 000 $ par année et remonte à 61%. Une autre des raisons de fréquenter, c'est parce que les activités proposées sont adaptées à leur réalité. Et une de mes réponses chouchou, les services aident à développer la confiance en soi et dans le rôle de parents. Quelle belle contribution quand même. On a aussi interrogé évidemment les parents qui n'utilisent pas les services. 80% d'entre eux disent qu'ils n'en ont pas besoin. Quand même, 9% indiquent ne pas connaître les services qui sont offerts par les organismes communautaires. Et cette proportion-là est encore plus grande. C'est une personne sur 4 pour les personnes immigrantes et pour les familles dont le revenu annuel est de moins de 40 000 $. Alors, voilà une belle occasion là, de réfléchir à nouveau sur la diffusion de l'offre de services des organismes communautaires. Alors, sachant donc que les sociétés qui investissent dans la petite enfance et la famille sont celles dont l'état de santé est le meilleur et dont les niveaux d'inégalité en matière de santé sont les plus faibles, on ne peut, je pense, que se réjouir de voir que les Québécois sont conscients de ces inégalités au niveau des tout-petits et souhaitent surtout que des actions soient prises pour les réduire. Alors, sur ces excellentes nouvelles, je vais quand même vous laisser à l'écran la diapo sur la méthodologie parce que certains s'intéressent à ce type de détails. Alors, elle sera à l'écran pendant que vous pourrez réfléchir aux questions que vous aimeriez poser sur les résultats du sondage. Merci Marie-Claude. Donc, on va ouvrir la période de questions sur les résultats du sondage, comme Marie-Claude mentionnait. Entre-temps, j'en profite pour mentionner que la présentation sera rendue disponible via notre site Web à partir de mardi prochain, 15 novembre, lorsque les résultats seront dévoilés au grand public. La façon la plus simple de les recevoir, c'est de vous abonner à notre infolettre. Donc, si jamais vous désirez le faire et parce que ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous envoyer votre adresse courriel via le module questions et réponses dans le bas de votre écran et nous pourrons vous inscrire de notre côté. Sinon, on prend les questions si vous en avez. Est-ce que tu penses, Geneviève, qu'on pourrait annoncer? C'est encore un peu loin, mais quand même, on va la mise à jour du portrait sur dans quels environnements vivent les tout-petits, qui sera publié donc à l'automne prochain. Alors, 2 belles publications à suivre pour l'année qui vient. Ah, on m'indique que les liens ne peuvent être copiés-collés. Est-ce qu'on pourrait les recevoir par courriel? Oui, absolument. Donc, même procédé, simplement m'indiquer votre adresse courriel dans le module questions-réponses et je vais les ajouter à mon document de suivi sans problème. On nous demande également si les résultats régionaux sont disponibles. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le cadre de ce dossier, de ce sondage. Donc, on a les résultats pour l'ensemble du Québec ou RMR pour la région de recensement de Montréal ou de Québec ou le reste des zones couvertes. Ce n'est malheureusement pas possible d'avoir les données pour chacune des régions administratives. Marie-Claude, on nous dit si on pourrait redonner le pourcentage de gens qui croient que l'accès à un spécialiste de la santé est une priorité. 27% des répondants considèrent que l'amélioration de l'accès aux spécialistes
devrait être une des 3 priorités d'investissement. Et si vous n'avez pas pris en note, la maltraitance, c'était 29 et l'accès à des logements abordables, 32 Marcella a une main levée. Oui, bonjour. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour la belle présentation puis pour vos travaux. Et j'avais une petite question par rapport justement à la question sur les services de santé. Je me demandais s'il y avait aussi, tu sais, parmi les professionnels ou les services offerts, des services en santé publique ou des services de médecins de première ligne, là, de médecins de famille. Si on faisait la différence entre les deux? Non, si ça avait été demandé dans la question, parce que j'ai vu qu'il y avait des nutritionnistes, des orthophonistes, c'est ça, en tout cas, il y avait plusieurs, des travailleurs sociaux. C'est que je me demandais si parmi les exemples, il y avait des services, comme les services de santé publique, des services de médecins de famille, des services de psychologues, ou c'était vraiment les 4 là, qui étaient mentionnés. Bien, c'était les 4 qui étaient mentionnés à titre d'exemple. OK. OK. Ben, merci beaucoup parce que pourquoi je pensais aussi à santé publique parce que des fois, les services en nutritionniste, travail social, ça peut être fait aussi sur une base collective. Là. Ça fait que c'était un peu ma question, mais je présume que ça devait être interprété sur une base plus individuelle peut-être. Absolument, mais on le sait. oui, OK. Exactement. Via la majorité des gens, quand on parle du réseau de la santé et des services sociaux, hein, il y a l'aspect clinique qui se fait dans un hôpital ou dans des établissements plus spécialisés. OK, merci beaucoup. Merci, Marcella. On nous demandait si on connaît les intentions ministérielles à propos de l'accès au suivi de grossesse couvert par la RAMQ, peu importe le statut d'immigration. Aux dernières nouvelles, on n'a pas eu d'avancée de ce côté-là. Donc, c'est sûr que Médecins du Monde Canada continue à suivre le dossier de façon très proche. Nous, on est en contact avec eux également. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles concernant les intentions ministérielles. Parfait. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Donc, bref rappel que tout ça sera rendu disponible le mardi 15 novembre. D'ici là, tout ça est sous embargo, bien sûr. Et donc, si jamais vous désirez vous inscrire à notre infolettre, n'hésitez pas à mettre votre adresse courriel là, dans le question-réponse et je vais noter tout ça de mon côté. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.